Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Angle de vue, votre émission qui passe au crible l'actualité sur le continent africain. Mr. George, comme on aimait l'appeler, du temps de ces dribbles qui tenaient en respect toutes les défenses des clubs européens, George Oppong Mané-Weah, ancien footballeur de légende donc, a pris fonction le 22 janvier de l'année qui court comme président de la République du Libéria, un profil atypique, fils de pauvre ayant appris à jouer au foot dans la rue et donc très au fait des réalités du peuple avant son entrée en politique, voilà presque 2 décennies. George Weah a attendu l'euphorie de son investiture passée pour prendre ses premières grandes décisions devant le Sénat et l'Assemblée nationale. Il a annoncé avec effet immédiat réduire salaires et primes de 25%, appelant les parlementaires à suivre cet exemple face aux difficultés économiques que traverse le pays. Des articles de la Constitution réservant la citoyenneté à une frange donnée au titre de propriété, le nouveau président n'a pas manqué de surfer sur une vague assez connue en Afrique depuis quelque temps, la réduction du train de vie de l'État. Ce terme employé par exemple au Tchad, où le président Déby est allé jusqu'à faire baisser les salaires des fonctionnaires face à la crise que traverse son pays, ou encore le Béninois Patrice Talon qui a fermé des ambassades jugées inutiles et coupé des primes et autres avantages aux employés de l'administration. Nombre de chefs d'État africains n'ont pas hésité à taper dans leur propre rang parfois pour, ont-ils dit, faire des économies. N'est-ce pas là un acte fort louable? Le geste du Libérien George Oppong Weah est-il à assimiler au même titre que ceux de certains de ses pairs? Le développement des pays africains doit-il passer par la réduction des charges de l'État? Angle de vue prendra l'avis d'experts et pas des moindres, déjà en plateau à nouveau. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rester fidèles. Afrique, gouvernance, la réduction des salaires comme une panacée. Voilà le thème retenu, on en parle, ce sera juste après ceci. Et sur ce plateau, pour en parler avec nous, Casimir Pédio, bonjour. Bonjour, Johanneston. Journaliste, vous êtes spécialiste des questions en économie. Face à vous, coach Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Messieurs, merci d'être sur ce plateau pour parler avec nous de cette actualité, notamment de l'investiture et donc du fait que George Weah retrouve un siège. Est-ce que déjà, première question, Patrick Armand-Pouillon, est-ce que cette élection de George Oppong Weah comme président était inéluctable? Oui. Oui, parce que contrairement aux hommes politiques africains qui n'ont rien compris de la politique, lorsque George Weah a perdu les élections, malgré que nous savons pour une grande partie qu'il avait gagné, il a accepté. Il a accepté la décision des institutions de la République et il a préparé son tour. C'est très important qu'on comprenne. Vous savez, dans beaucoup de pays africains, l'opposition passe tout le temps à regarder dans un rétroviseur au lieu de regarder dans les pare-brises. Au lieu de regarder la prochaine élection, on regarde l'élection passée. Suivez mon regard. Dans certains pays africains, au lieu de préparer les prochaines élections, on demande la démission du chef de l'État. Au lieu de préparer les... Donc, bref, George Weah a su jouer le jeu démocratique. C'est-à-dire, les institutions ont dit que j'ai perdu, je me plie à cela et je me prépare à corriger les trous que j'ai laissés, les failles que j'ai laissées, qui ont permis même qu'on vole mon élection. Je ferai en sorte de combler ces trous. C'est ce qu'il a fait. Et je crois que c'est une belle leçon que les opposants africains doivent apprendre de cela et savoir préparer une élection au lieu de regarder tout le temps dans le rétroviseur. Voilà. Avec l'histoire politique singulière de ce pays, est-ce que le fait qu'un footballeur à succès finisse par devenir chef d'État, est-ce que c'était à prévoir, selon vous, Casimir Pédio? Déjà, George Weah, footballeur, vous le disiez tantôt, il a développé une stratégie qu'on retrouve sur le terrain. Lorsque le joueur perd la balle, il n'est pas là à pleurer, il n'est pas là à pleurnicher. Il va à l'assaut de la balle, il va conquérir, il va donc à la défense. Il va chercher donc ce ballon-là. Il se replie sur les siens pour comprendre quelle est son erreur. Et cela lui permet donc de reprendre donc, la position. George Weah, il a transposé donc cette stratégie sur le terrain politique et ça a payé. Ça a donné le résultat que nous avons. Et c'est ce à quoi nous invitons aujourd'hui nos dirigeants. Il faut voir
plutôt, comme l'a dit le coach, il faut voir devant et non passer tout le temps à regarder en arrière. George Weah, il a compris que son échec, c'est une victoire reportée. Et aujourd'hui, il est à la tête donc du Libéria. Et quand il est venu, vous avez vu, la première décision que George Weah vient de prendre a été saluée non seulement par les Libériens, mais par beaucoup donc, de peuple. Je dis bien peuple, parce que il y a des dirigeants qui ne seront pas d'accord avec cette décision-là, parce que ça risque donc de faire tache d'huile. Certains donc peuples risquent de demander à leurs dirigeants de prendre l'exemple sur donc, cette situation-là, parce que vous savez, George Weah, ce n'est pas le plus riche en Afrique, hein, et il a pris cette décision, réduit de 25% le salaire donc, du chef de l'État. Je crois que c'est une décision très courageuse, réussit déjà à remporter donc cette élection là où c'était pas gagné à l'avance. C'était pas gagné à l'avance. Et donc, moi, je crois que George Weah, c'est un grand en Afrique. C'était un grand. C'est encore un grand. Et il restera gravé dans l'histoire donc, du Libéria qu'un président véritablement a mouillé le maillot, comme on le dit dans son jargon, pour remporter la victoire, mais pour également hisser son pays au rang des pays modernes. Je suis sûr, les décisions que George Weah est en train en ce moment de prendre, ce n'est pas des décisions politiques, c'est des décisions véritablement qui seront mises en application pour permettre au Libéria de sortir de l'impasse, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est plusieurs années de guerre que le Libéria a capitalisé. Donc, il faut relancer l'économie au plus pressé de ce pays-là. Voilà. George Weah est seulement le deuxième président du Libéria qui n'est pas issu du sérail américano-libérien. Est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient pour qui connaît le passé du premier, un certain Samuel Doe? En fait, il faut dire que George Weah a une chance. Laquelle? Il a la chance d'avoir perdu les élections il y a 12 ans. Il a cette chance parce que ça lui a permis de comprendre comment ça fonctionne. Ça lui a permis de faire les alliances qu'il faut. Ça lui a permis d'avoir les parrainages du chef d'État qu'il faut. Parce que vous savez, George Weah n'a pas gagné les élections seulement dans les urnes. Il a gagné les élections parce que, c'est-à-dire tous ceux qui avaient un mot à dire dans cette élection, même la présidente n'a pas supporté son vice-président. Parce qu'il a créé les conditions de coalition pour gagner le pouvoir. Donc il a le pouvoir et aujourd'hui, il va réussir. Il va réussir parce qu'il a appris les leçons. Il va réussir parce qu'il s'est fait entourer d'experts. Il va réussir parce qu'il n'est plus entouré d'une équipe de footballeurs. Parce qu'il y a 12 ans, il était venu aux élections avec un cabinet fait de footballeurs. Et c'est ça que les chefs d'État n'ont pas apprécié et ont contribué à ce que nous savons. Donc, c'est pour dire que George Weah va réussir. Vous voyez, aux États-Unis, tout le monde disait que Barack Obama ne peut pas devenir président parce qu'il est noir. Et j'ai dit à l'époque, et comme Colin Powell, hein, qui disait la même chose, il dit il a une seule raison de ne pas être président, mais 1000 raisons d'être président. George Weah a une seule raison de ne pas réussir, mais 1000 raisons de réussir. Donc, cette affaire de ne pas être... Il s'agit, quels que soient les handicaps qu'il a, c'est compensé par le schéma qu'il a amené au pouvoir, les coalitions qu'il a amené au pouvoir et surtout la leçon qu'il a appris en 12 ans avant de devenir président. Voilà. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que les démons du passé sont définitivement enterrés au Libéria d'aujourd'hui, Casimir Péjon? Non, pas du tout. Les démons sont toujours là et c'est justement ça l'enjeu politique ici. Ce n'est pas parce que les démons ne sont plus là qu'il va réussir. Non, c'est parce que les démons sont là et il va trouver la stratégie nécessaire aujourd'hui pour contourner donc ces démons-là pour parfois sympathiser avec ces démons, quitte à ce qu'il les détruit du système. Et vous avez compris, il a dit le coach, au départ, il avait pensé que nous étions sur un terrain de football et il a fait venir les siens. Quand il a compris aujourd'hui que les enjeux politiques restent les enjeux politiques et les enjeux au niveau du football restent au niveau du football, il a associé, vous avez vu, le vice-président du parti de la première, donc de l'ex-président, est venu le soutenir. Et donc, je pense que George Weah a toute la chance aujourd'hui de réussir en ce sens qu'il a fait une coalition politique autour de lui. Il a fait un bloc et son gouvernement en dit non. Il va réussir dans ce sens que le Libéria est déjà à la recherche de ce coach, de ce leader qui pourra le sortir de l'impasse. Le Libéria a des atouts naturels, a des ressources du sous-sol, est un pays riche.
mais il manque le leader, il manque ce politique qui viendra véritablement concilier à la fois les démons mais également les anges, pour véritablement asseoir une politique pouvant permettre aujourd'hui de mettre tout le monde à la table de négociation, de ramener tout le monde à la table donc, du développement. Et l'enjeu ici, c'est le développement. Le Libéria n'ira pas se mettre au travers des problèmes de la sous-région. Le Libéria a compris aujourd'hui que son développement passera nécessairement par la force interne donc, du pays. Et donc, vous l'avez dit, aujourd'hui, George Weah n'est pas allé par la coalition américano-libérienne, mais plutôt une coalition depuis l'interne, mais au niveau de la sous-région, et il a compris aujourd'hui. Et la chance que George Weah a, c'est que nous avons en face les États-Unis, qui aujourd'hui, dont le leader n'est pas forcément n'est pas un panafricaniste, n'est pas celui-là qui s'intéresse à la politique africaine. C'est quelqu'un qui ne veut même pas entendre parler de l'Afrique. Et donc, c'est une chance supplémentaire, c'est un bonus pour George Weah. Il aura un peu la paix dans ce sens-là. Il n'aura donc pas les petits altermoiements entre donc, les États-Unis, entre la patrie mère et donc le pays. Il aura la chance donc de bien gouverner. Il lui suffit juste de ne pas attiser la colère surtout de ces démons-là, mais plutôt de les appeler et de comprendre leur langage, et travailler avec eux. Je crois que quand il aura fait cela, certainement qu'il réussira. Voilà, le président George Weah a donné les grandes lignes de ses priorités urgentes pour la fonction qui est la sienne. Nous allons suivre un extrait, messieurs, avec la complicité de la régie, un extrait de son discours. C'était devant le Sénat. Notre économie est cassée. Notre gouvernement est ruiné. Notre monnaie est en chute libre. L'inflation est à la hausse. Le chômage atteint un niveau sans précédent et nos réserves de change sont au plus bas. Nous devons nous concentrer sur les réformes et les réformes de notre système éducatif, sur l'amélioration de la santé et de l'hygiène, sur la promotion et le renforcement de l'égalité entre les sexes et sur la jeunesse, sur la réorientation, l'autonomisation par des formations de toutes sortes, la création d'emplois et le développement du sport. Compte tenu de la détérioration très rapide de la situation économique, je vous informe aujourd'hui avec effet immédiat que je réduirai mon salaire et mes primes de 25%. Les citoyens libériens sont libres d'acheter des biens dans n'importe quel autre pays en tant que non-citoyens, mais notre constitution et nos lois ne permettent pas que des privilèges similaires soient accordés aux citoyens d'autres nations. Je recommande donc fortement que cette restriction soit levée. Patrick Amopoyon, vous avez écouté le discours, cette adresse, c'est pratiquement, on dirait, la présentation de la politique du président George Weah. Quelle est votre réaction? Déjà, il est sincère. Il est sincère parce que, comme vous l'avez dit au début, c'est un homme du peuple, c'est un homme qui a souffert et qui comprend la souffrance du peuple. Seulement, il faut faire très attention avec les réductions de salaire. C'est vrai qu'il a eu la sagesse de ne réduire que son salaire pour le moment et d'inviter les autres à faire librement le choix. Mais je voudrais dire que c'est bon de réduire les salaires, mais il faut le mettre dans un fonds qui doit aller faire quelque chose. Parce que, vous savez, avec la spécialisation des lignes budgétaires, les réductions de salaire n'entraînent pas systématiquement quelque chose pour la population. Alors, ce qu'il faut faire, c'est plutôt créer un fonds. Avec ça, il a parlé par exemple de l'éducation, il a parlé du sport, il a parlé de la santé. Il peut créer un fonds pour que cette réduction-là aille dans ce fonds et finance directement quelque chose. Parce que sinon, bon, on a vu ça dans beaucoup de pays où on a dit réduction du train de vie de l'État, mais la population n'a pas trouvé une amélioration de ce qu'il est en train de faire. Encore que
réduit pour réduire, je ne parle pas de lui nécessairement, mais dans certains pays, réduit pour réduire, quand les gens sont mal payés, ils vont voler l'argent de l'État. Donc, il faut voir tout ça. Vous savez, par exemple, au Bénin, on a réduit les primes des fonctionnaires, ce qui est une catastrophe, parce qu'on a réduit les primes au même moment où on a augmenté le salaire de quelques-uns. Les préfets sont passés à 5 millions, les ministres à plus de 8 millions, et tout ça. Et résultat, rien que les collaborateurs directs du chef de l'État, à eux tout seuls, c'est près de 2 milliards par mois. Vous savez, on sait très bien que Sébastien Adjavon payait 25 milliards d'impôts par an au Bénin. Ça veut dire que les 25 milliards de Sébastien Adjavon ne servent qu'à payer les salaires des collaborateurs directs du chef de l'État. Et à quoi ça sert alors de réduire les salaires et les primes et autres des fonctionnaires? Je connais un monsieur, en prime et tout, il était à près d'1 million le mois. Mais aujourd'hui, il a 102 000 francs le mois. Vous vous demandez, mais il va aller voler, c'est-à-dire qu'il va voler l'argent de l'État. Donc, nous ne pouvons pas lutter contre la corruption en réduisant inutilement les salaires. Je crois à la sincérité de George Weah. Il n'a pas réduit le salaire de quelqu'un, il a réduit son salaire, mais lui aussi doit mettre ça dans un fonds qui doit aller vers les différentes couches de la population. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment réduire et être utile. Mais si on réduit seulement et qu'on laisse encore à la disposition du trésor, on ne sait pas où ça va passer. Donc, ce n'est pas ça la solution. Voilà. Casimir Péillon, réduction du salaire chef de l'État ainsi que toutes les primes passent au même tarif de réduction. C'est une option louable? Non. Ce n'est pas une option louable parce que c'est un couteau à double tranchant. Ça peut servir comme ça peut desservir. Il a dit, le coach, bien avant Patrice Talon, il y avait Kérékou, le général Mathieu Kérékou, ici au Bénin, qui également ne prenait pas son salaire. Il y a aussi Boni Yahi, en son temps, qui nous disait qu'il ne prenait pas son salaire. Mais aujourd'hui, à quoi on servit donc toute cette manne-là? Voilà. À quoi ça a servi? Au finish, on ne retrouve pas la traçabilité sur l'économie donc de ces mesures-là. Mais par contre, au Libéria, le message ici que le chef de l'État veut faire porter, c'est la réduction du moins du train de vie de l'État. Il va falloir aujourd'hui, au regard donc des difficultés économiques du pays, il va falloir, un peu comme au Bénin, serrer un peu les ceintures, réduire. Vous savez, un footballeur comme George Weah, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas le plus riche du continent, mais il est quand même à l'abri du besoin. On a vu au Bénin un chef d'État richissime, pensant, le peuple pensant qu'il était à l'abri du besoin, mais c'est tout autre chose. Nous sommes en train de voir sur le terrain. Et donc, on n'est pas sur le même tableau ici. Le chef de l'État libérien a donné donc un signal à ses compatriotes, surtout au cadre de l'administration, pour que véritablement, il serre donc les ceintures, il travaille, il mouille véritablement le maillot, qu'il ne pense pas donc à la rémunération, à ceux qui peuvent gagner et qu'ils travaillent. Vous savez, il a dit la monnaie libérienne aujourd'hui a des problèmes. Il y a le problème de l'emploi, du sous-emploi au Libéria. Et donc, il faut penser à comment faire pour relever donc, le niveau. Créer d'abord une monnaie forte et relever le niveau, le taux de chômage, baisser le taux de chômage en relevant le niveau donc, de vie de la jeunesse au niveau donc, du pays. C'est deux défis majeurs où il faut forcément aller en se montrant coopérant, en montrant véritablement que vous avez à cœur les problèmes du peuple. Vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un dans un luxe insolent et lui parler du redressement de sa situation alors que vous-même, vous vivez dans un luxe insolent. C'est le cas au Bénin. Vous dites, on réduit les primes, on ne fera plus ci, on ne fera plus ça. Vous réduisez les primes alors qu'au même moment, dans l'arrière-cour, vous ouvrez les vannes, les robinets et vous vous gavez copieusement. Pendant ce temps, vous demandez au peuple de serrer les ceintures. C'est deux choses différentes. Alors qu'au Libéria, tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut relever l'économie du pays. Et donc, il invite les cadres à véritablement mouiller le maillot. Je dis, c'est encore une intention. C'est pourquoi je dis c'est un couteau à double tranchant. Il va falloir observer le chef d'État, voir si véritablement George Weah serait ce footballeur-là qui veut redresser, ou bien il est devenu désormais un politique, un homme qui dit autre chose, mais fait autre chose à la maison. Et donc, il va falloir que nous surveillons un peu la politique au niveau du chef de l'État pour voir. Parce que une chose est de réduire le train de vie de l'État, de réduire le salaire de 25%, mais l'autre chose, c'est de gagner les marchés. Il peut gagner les marchés. Et ce qu'il a perdu, et donc, au niveau donc, de son salaire, il peut récupérer 10 fois, 100 fois au niveau donc, des marchés publics.
Est-ce qu'il s'agit de ça? Donc, véritablement, on va observer la politique au niveau donc, de ce pays-là. Voici les actes au niveau du Sénat sont traduits dans les faits sur le terrain. Quand on aurait vu ça, et je crois parce que c'est quelqu'un, comme l'a dit le coach, il a fait les escaliers, il n'a pas pris l'ascenseur. Il connaît la misère du peuple. C'est un pauvre. Et donc, je crois qu'il est sincère lorsqu'il parle de réduction de 25% de son salaire. Et j'ose bien croire que d'ici à là, le Libéria va commencer par se faire parler de lui-même en termes donc de redressement, en termes donc de programme d'accompagnement de la jeunesse, en termes donc de restructuration de son économie, parce qu'il faut le dire, le Libéria n'est pas un pays pauvre, mais le pays est pauvre du manque de stratégie de ses dirigeants. Voilà. Des étrangers doivent-ils posséder des terres? Patrick Abampouyon, Ouéa répond oui, alors que le débat fait rage aujourd'hui, notamment en Afrique du Sud, où même au sein de l'ANC, parti au pouvoir, il y a une faction qui estime que les Blancs devraient conserver leurs terres, notamment le camp Cyril Ramaphosa, actuel président du parti, et le camp Zuma qui estimait qu'on aurait pu arracher ou trouver un mécanisme pour redistribuer les terres pour que des Noirs puissent en bénéficier. On sait qu'au Zimbabwe, c'était non, les Blancs n'ont pas le droit aux terres pendant pratiquement 2 décennies. Ouéa estime aujourd'hui que pour aller au développement, pour aller à la richesse, il faut ouvrir les vannes comment dire, il faut ouvrir les vannes pour toutes sortes de personnes, quelle que soit l'origine de la personne. Le président estime aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'être libérien forcément avant de détenir des terres et donc produire de la richesse. Votre avis? Vous savez, le développement n'a pas de nationalité. Le Zimbabwe a fait l'expérience d'exproprier les Européens. Les fermiers blancs. Les fermiers blancs. Bon, moi, j'aime pas trop le terme. Encore que c'est des Zimbabwéens. Encore que c'est des Zimbabwéens, ils ont remis aux autres. Est-ce que les autres ont l'expertise? Est-ce qu'ils ont l'équipement? Est-ce qu'ils ont les moyens? Résultat, l'agriculture est par terre. Les amis, on doit cesser de faire de l'émotion en Afrique et faire de l'économie et faire du développement. George Weah, je le salue. Je vais vous dire pourquoi. Ma crainte, c'était que George Weah vienne avec des mesures populaires, des mesures populistes. Il faut faire très attention avec ça. Le développement n'est pas à faire de mesures populistes. Il a dû observer, analyser et constater qu'il y a des gens... Vous allez en Côte d'Ivoire. Je suis allé à la télévision ivoirienne. Celui qui est chef plateau est un bêtise. Et il reçoit un Européen, un Français, sur le plateau. Et moi, je dois passer après. Et le Français bavardait. Et il dit à la dame, il fait signe à la dame, et il dit en djoula, parce qu'il comprend djoula, dit à cet imbécile d'aller chez lui. Lui, il est Français d'origine. Mais il dit à cet individu d'aller chez lui. Parce que moi, mon frère veut passer. Vous voyez, il se sent ivoirien. Il se sent africain. Quand il y a eu crise en Côte d'Ivoire, vous allez constater qu'ils ne sont pas rentrés. Parce qu'ils disent, on ne se sent pas chez nous en France. Bref, la couleur de peau et tout ça. Est-ce que tu apportes de l'argent dans mon pays? Est-ce que ce que tu fais crée des emplois dans mon pays? Est-ce que ce que tu fais développe mon pays? Parce que quand nous ne leur donnons pas la terre ici, ils produisent chez eux et ils nous vendent ça. Entre produire là-bas et nous vendent ça, et produire ici chez nous, avec la main-d'œuvre, je crois que les Africains doivent cesser de faire de l'émotion et se dire, qu'est-ce qui fait développement? Aujourd'hui, vous savez, le Bénin, on souffre parce qu'il y a de moins en moins d'investisseurs. Dans ces conditions, lui, il a trouvé des investisseurs, il va refuser? Non. Nous voulons faire de l'agriculture un pôle de développement. Vous prenez au Mali, ils ont fait des terres irriguées. Et Kadhafi a pris 100 hectares. Il a viabilisé, il a irrigué. Et il produit du riz. Mais ça produit... C'est-à-dire, même si on amène tout dans son pays, nous allons percevoir des taxes sur tout ce qui va sortir. Nous avons 700 millions d'hectares de terres cultivables non utilisées. 700 millions. On va cultiver ça comment? Si on refuse que ceux qui ont des moyens, l'expertise et qui veulent investir. En tout cas, moi je dis, tous les Chinois n'ont qu'à venir produire du riz en Afrique. Nous sommes preneurs. Parce que nous ne voulons plus bientôt acheter leur riz. C'est ce qui est produit ici qu'on va consommer. Ils n'ont qu'à venir produire des habits ici, nous sommes preneurs. Ils n'ont qu'à venir investir ici, nous sommes preneurs. Mais nous ne sommes plus disposés à ce qu'on produise ailleurs et qu'on nous amène ça. Alors, George Weah, bravo, il faut qu'il prenne des décisions courageuses comme ça et qu'il évite le piège
du populisme où certains veulent être applaudis dans la rue et prennent des décisions inutiles et qui réduisent l'économie à rien. Casimir Pédior, votre avis sur cette décision-là? Le problème des terres, c'est un problème qui a souvent prévalu en Afrique. Votre avis sur cette question? Vous êtes pauvre parce que vous êtes propriétaire de vos terres et vous ne pouvez rien faire avec. Ça, il faut avoir le courage de le dire aux Africains. La Côte d'Ivoire s'est développée grâce à son cacao. La Côte d'Ivoire est partie du cacao. Et ceux qui aujourd'hui produisent du cacao en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens. C'est les Béninois, c'est les Burkinabés, c'est les autres nationalités. Parce qu'à un moment donné, un chef d'État a décidé de libérer les terres. Vous n'avez pas les moyens, vous avez la terre, mais vous n'avez pas les moyens. Et vous criez tout le temps, vous êtes propriétaire terrien. Vous n'êtes pas propriétaire terrien. Vous êtes propriétaire terrien lorsque vous avez les moyens de votre politique pour développer. Et donc aujourd'hui, si les autochtones n'ont pas la possibilité de développer l'agriculture, parce que, qu'on le veuille ou non, aucune richesse ne se fait sur l'agriculture. Tous les pays qui se sont développés, c'est sur l'industrialisation. Mais on nous a dit en Afrique que c'est sur l'agriculture. Commençons déjà par nous nourrir. Commençons par manger 3 fois par jour. Vous n'avez pas la possibilité de manger 3 fois par jour et vous dites que vous êtes propriétaire terrien. Alors qu'au même moment, les Chinois sont là pour vous amener non seulement l'expertise, mais aussi les moyens nécessaires pour développer votre terre. Et vous dites non, vous prenez des dispositions au niveau du pays pour interdire donc que les étrangers, les multinationales viennent chercher les terres. Donc je crois que George Weah a pris également une décision qui pourra permettre aujourd'hui au Libéria de développer son potentiel agricole. Seconde chose, c'est que lorsque le Chinois vient avec son appareil, produit donc de la richesse chez vous, produit donc du céréal ou bien des produits de rente, c'est forcément qu'il va aussi amener des machines pour développer. Et si déjà il y a des machines chez vous, c'est que vous avez une autonomie en termes donc d'énergie. Vous avez l'autonomie énergétique dans un pays, c'est que le développement, vous êtes à quelques centimètres près donc, du développement. Donc je crois que la première chose aujourd'hui qu'il faut libérer, c'est les terres. Et George Weah l'a compris, il faut inviter les investisseurs à venir poser leurs valises chez vous. Ils ne viendront pas en philanthrope. Ils viennent pour arracher les terres, pour les transformer. Et il n'y a que les étrangers qui développent un pays. Ça, il faut que les Africains puissent l'apprendre et l'internaliser. C'est vos terres. Ils ne vont pas déplacer la terre de l'Afrique et la mener en Asie. Quel que soit ce qu'ils feront, ils vont toujours laisser ça. Mais c'est vous qui vous enrichissez. C'est votre économie qui est en essor. C'est votre matière première qui est transformée. Donc je crois que véritablement, prendre cette décision, c'est une décision courageuse parce que vous aurez le peuple au dos. Parce que les propriétaires terriens ne vont pas forcément se laisser aller. Il y a un risque certain que le Libéria court en libérant les terres. C'est qu'à un moment donné, ils soient expropriés. Mais je dis, on choisit 2 choses. Lorsque vous êtes aussi pauvre, vous décidez donc de libéraliser le secteur, quitte à ce que quand vous serez riche, vous allez prendre maintenant des lois pour cadrer le secteur, pour que véritablement on n'arrive pas à la dérive. Mais on n'est pas encore là. On est à un niveau de pauvreté très bas. Il faut lever d'abord le niveau. Quand on serait riche, on pourra s'asseoir et faire le débat. On dit chez moi souvent, celui qui est affamé, celui qui a faim et celui qui est riche ne s'asseyent pas et disent la même chose. Donc, il faut d'abord lever le niveau de l'économie du Libéria. Je crois que c'est à ce niveau-là, George Weah. Quand il aura fini de le faire, certainement un autre président viendra pour quadriller les choses, pour que véritablement le Libéria ne puisse pas être étranger chez lui. Le Libérien puisse se trouver chez lui, pour qu'on ne renvoie pas le Libérien quelque part, peut-être en Côte d'Ivoire ou au Ghana, je ne sais pas trop. Et donc, moi, je crois que c'est une décision courageuse. Et si ça réussit, je suis sûr, des pays comme le Bénin, où on est à 365 jours à la maison en train de pleurnicher, on va prendre l'exemple sur ce cas-là. Des pays donc, comme le Mali, comme le Niger, pourront donc prendre des exemples sur le modèle libérien pour véritablement développer leur économie. Encore que c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Patrick Amopoyon, Weah a appelé les parlementaires à suivre son exemple face aux difficultés économiques que traverse le pays. Au Tchad, c'est l'administration publique qui est paralysée du fait de la décision par le président Idriss Déby Itno de faire baisser les salaires des travailleurs. Le même besoin de réduction des charges au-delà de la spécificité de chaque cas, selon vous? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le pétrole est arrivé et le président Idriss Déby a fait une décision politique. Il a augmenté sérieusement les salaires. Et crise du pétrole aujourd'hui, il se retrouve en difficulté. Ce qu'on dit, il vaut mieux donner des avantages
salariaux, quitte à ce que quand il y a problème, vous puissiez retirer. Moi, j'étais d'abord clinique et polyclinique ici, je faisais beaucoup plus de fêtes. Lorsqu'il y a les fêtes, je fais la fête avec le personnel, je donne des cadeaux aux enfants et tout ça. Et je n'ai pas augmenté les salaires. Parce que si vous augmentez les salaires et après il y a difficulté, vous ne pouvez pas les baisser. C'est ça la difficulté. Mais je crois que dans le dialogue, sans dictat, et dans le dialogue, parce que vous voyez au Tchad, ce qui se passe, c'est que cette situation s'est mêlée au fait que les gens avaient le sentiment d'être sous une dictature. Donc, ils ont voulu profiter de cette situation pour montrer leur ras-le-bol, pour montrer... Je crois que le président doit discuter, dialoguer, expliquer aux gens. Parce que souvent, on dit réforme, 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 mais on n'explique pas souvent, on ne fait pas de la pédagogie. Il faut faire de la pédagogie pour expliquer aux gens que nous faisons ça pour garantir les salaires. Nous faisons ça pour que les salaires, on ne soit pas amené à une situation où on ne pourra pas payer les salaires. Donc, il faut sortir les chiffres et il faut de la transparence. Parce que si au même moment, comme nous le voyons dans certains pays, on baisse les salaires là-bas, et on augmente les salaires politiques, ça va passer très mal. J'aurais demandé aux gens de faire des efforts, mais je répète encore, ces efforts-là doivent être investis dans un fonds d'intervention d'urgence pour que les gens sentent sur le terrain ce que ces réductions ont permis de faire. Voilà, le cas tchadien, on va en parler avec vous, Kazmi Pédion. Aujourd'hui, on a l'impression que le pétrole est une question à oublier carrément pour le Tchad, puisque visiblement les accords qui ont été ficelés l'ont été très mal faits et tout ce qui est produit sera englouti par les dettes déjà engrangées par le Tchad. C'est bien ça. Et en plus de tout ça, le président Idriss Déby se veut, il veut aller vendre son image au niveau de l'Afrique en étant donc ce gardien ou je ne sais pas, ce géant des armes, ce militaire donc qui veut gouverner. Mais c'est un stratège, au-delà de tout. Mais le stratège militaire. Le Tchadien a faim. Il ne veut pas que son pays débloque, que lui travaille pour débloquer, pour que son pays achète des armes, aille acheter des F-16 pour aller bombarder ou bien pour aller être le gardien donc, du continent. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Il s'agit d'abord de se nourrir. Et donc, vous avez trouvé le pétrole. Malheureusement, je crois que c'est un bon exemple. Si c'est Dieu qui l'a envoyé, donc c'est quelques barils de pétrole, Dieu a encore retiré pour que véritablement le Tchad ne prenne pas la grosse tête. Vous voyez au Nigeria, vous voyez des pays comme le Nigeria, des pays comme l'Angola, des pays comme la Guinée équatoriale qui, depuis donc, des années, depuis des décennies, exploitent donc cette ressource-là et se gavent tout le temps, n'ont pas pris ce risque-là, je vais dire, ce vilain risque d'augmenter les salaires. Parce que en termes donc d'augmentation de salaire, c'est des droits acquis. Et donc le fonctionnaire n'est pas en train de voir une réduction parce que quand vous l'avez, quand il l'a pris une fois, il ne cessera jamais de réclamer. Alors que quand c'est des primes, c'est des trucs saisonniers. Ça peut venir comme ça peut ne pas venir. Et donc, moi, je crois que le président Idriss Déby a manqué un peu de stratégie. Il a manqué un peu d'écoute, certainement, au niveau de son entourage. Ou bien, ses conseillers n'ont pas vu donc, le danger venir et l'ont laissé. Il a pris donc sur lui la responsabilité d'augmenter les salaires. Et aujourd'hui, il a le pied au mur. Je crois que le plus courageux, c'est de communiquer. C'est déjà de faire profil bas, de se retirer donc de cette situation de géant du continent, parce que le Tchadien n'est pas en train de comprendre ce qui est arrivé entre le pétrole, la crise du pétrole, et le fait forcément que le Tchad veut chaque fois se montrer comme pionnier donc, de la guerre sur le continent. Par contre, au Libéria, c'est un autre cas. Le coach l'a dit, il faut réduire le train de l'État, mais dans une proportion bien raisonnable, pour que véritablement le peuple puisse sentir les dirigeants en phase avec ces réalités. Et au-delà de ça, le fonctionnaire qui accepte donc un abattement sur son salaire, qui veut donc mouiller véritablement le maillot, veut voir aussi son chef en train de le faire. Et donc, il faut réduire le train de vie, il faut mettre l'argent quelque part. Pourquoi ne pas créer un fonds, par exemple, pour soutenir l'emploi des jeunes, pour créer donc de ce qu'on appelle des fonds de garantie pour les banques, pour que véritablement ils viennent soutenir les PME et les PMI, pour qu'on officialise donc un certain nombre de choses, réduire le train de vie de l'État. Et je crois que quand le Libéria aurait fait cela, véritablement, cet exemple fera parler de lui positivement sur le continent, surtout au niveau de la sous-région ouest-africaine, où on a besoin de ces exemples-là pour citer par ici, parce que véritablement, ces dirigeants qui nous viennent, d'où on ne sait,
qui promettent monts et vallées et qui viennent et qui se gavent copieusement. Je crois qu'il faut des cas comme le Libéria pour décourager à jamais, pour qu'on ait véritablement des modèles de développement. Voilà, la nouvelle loi de finances 2018, c'est sujet à rébellion dans de nombreux pays africains, le Niger, le Tchad, le Mali, même au Bénin, il y a des frictions. Qu'est-ce qui explique cette fronde alors que ces mesures sont quand même censées alléger les peines des populations, Patrick Amampoyo? Ah non, c'est-à-dire qu'alléger quelle peine? On diminue les salaires, on diminue les primes et ça allège les peines. Non, ça n'allège pas les peines. Vous savez, nous avons à la tête de nos États des économistes et ils continuent d'appliquer les théories universitaires où on dit quand il y a crise, on coupe les salaires. Or, quand on coupe les salaires, l'économie n'est pas financée. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est que nous sommes encore dans des programmes caducs du Fonds monétaire international qui n'ont jamais marché. Regardez la Grèce. Ils sont de crise en crise parce qu'on les met sous ce programme-là. Mais la Chine n'a pas appliqué ces programmes. Elle est développée aujourd'hui. Beaucoup de pays, si nous faisons du sérieux et que nous laissons le potentiel se développer. Prenez le cas du Bénin, c'est un problème de potentiel qui ne se développe plus. Les gens ont du mal à prendre des initiatives. Vous allez par exemple au Niger, oui, les crises politiques ont semé le doute. Les gens ont du mal à investir dans le pays parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Je crois que nos pays ont atteint leurs limites en termes de contrat social. Et il faut revoir le contrat social. Il faut s'asseoir, il faut discuter. Parce que si nous continuons là à dire réforme, qui sont ceux qui décident de réforme? Quels sont les économistes qui sont assis? Quels sont les différents compartiments? Vous prenez l'Europe. Avant même les élections en Allemagne, on a fait une étude au niveau de l'Union européenne. On a pris un économiste proche d'Angela Merkel, un économiste proche de Macron, un économiste proche d'un autre pays. On les a mis ensemble. Ils ont réfléchi. Il y a un socialiste, il y a un libéral, il y a ceci. Ils ont réfléchi pour anticiper ce qui doit être les projets d'avenir. Donc je crois que dans nos pays, nous devons cesser de penser que quand il n'y a pas d'argent, il faut couper les salaires. Non, on peut aussi... Je vais vous donner un exemple très simple du Bénin. Il fut un temps où la Banque mondiale demande au ministre Paulin Moutonji de diminuer le personnel des postes et télécommunications de moitié. Alors lui, il dit ça le gêne. Mais il dit, je ne sais pas comment faire. Il est allé rassembler les cadres de cette société pour dire, voici ce qu'on me demande. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ils ont répondu, si nous passons de ce qu'on utilise comme technologie au numérique, nous allons doubler le marché. En doublant le marché, la moitié qui va être remplacée va être utilisée pour satisfaire cette nouvelle moitié du chiffre d'affaires que nous allons faire. Et il dit, il vous faut quoi pour ça? Ils ont dit 5 ou 7 milliards. Il va voir la Banque mondiale. Donnez-moi 5 ou 7 milliards, je vais doubler le marché et donc je n'aurai plus besoin de licencier. On lui a dit oui, mais à une condition. Si vous échouez, vous démissionnez. Il dit d'accord, il fait, ça marche. Vous voyez, il faut aller discuter avec les intéressés. Ils ont déjà réfléchi à la question. Pour prendre un exemple banal, un enfant qui ne travaille pas à l'école, discuter avec l'enfant même. L'enfant même a déjà réfléchi à cette situation. On nous a appelé à Ouida. On nous a dit un enfant qui ne travaille pas à l'école. On demande à l'enfant. L'enfant dit, j'ai dit que je vais être militaire. Mon père a refusé. Donc s'il refuse mon rêve, à quoi ça sert de travailler à l'école? Le père dit, mais c'était une blague seulement que j'ai fait avec lui. Va, travaille à l'école et tu pourras être militaire. Oui, il faut discuter avec les fonctionnaires. Ils ont des solutions, ils ont des scénarios. Mais si on reste dans les quatre murs avec des conseillers fatigués, économistes bornés, qui ne comprennent rien dans la réalité du terrain, et on prend des décisions, vous allez voir que ces décisions vont toujours à créer les crises que nous avons aujourd'hui. Dialogue, écoute de tout le monde et les idées viennent et nous allons développer. L'économie n'est pas dans les universités, c'est sur le terrain. Casimir Peyor, loi de finances 2018, je n'ai pas besoin de vous orienter. Vous connaissez pratiquement tous les pays qui sont en train de grincer des dents aujourd'hui à cause de ces mesures-là, ces assiettes fiscales-là. Vous avez beaucoup plus l'alchimie des termes appropriés en économie que moi. Bien sûr, bien sûr. Et je partirai d'abord de ce que j'ai souvent l'habitude de voir par ici, chez moi, au Bénin. Vous savez, on a pris donc une loi de finances, on est allé à 2010 milliards. Honteusement, on est revenu à 1863 milliards. Et comme si cela ne suffisait pas, on a bombé la poitrine, on dit les PME, les PMI, l'assiette interne va participer à hauteur de 60%. Ça fait environ 1177 milliards que le Béninois va apporter au niveau de la caisse. Or, quand on regarde
le compteur, on regarde le tableau par le passé, les 3 régies réunies n'ont jamais dépassé la lisière de 700 milliards de francs CFA en termes de collecte. Et ça, c'est quand la douane était la douane, lorsque donc les importations de véhicules d'occasion passaient par le Bénin. Aujourd'hui, le Nigeria a donc ce marché-là. Et c'est en ce moment, le chef de l'État, avec ses ministres, réfléchissent dans leur laboratoire et viennent dire au peuple, nous allons vous pressurer à 60% ces 1800 milliards de francs CFA. C'est une honte. Et le coach l'a dit, c'est une honte pour nos dirigeants parce qu'ils ne veulent pas écouter la voix du peuple. L'économie, ce n'est pas dans les annales les livres d'université, ce n'est pas au niveau des universités, c'est sur le terrain, ça se pratique. Vous ne pouvez pas demander à un opérateur économique de payer 165 milliards de francs CFA, réduit à 155 milliards donc, de francs CFA en termes donc, de pression fiscale et demander donc, à une jeune entreprise de venir formaliser, de venir déposer les dossiers pour qu'on l'accompagne. Quel accompagnement? Pendant ce temps, vous gavez, vous gagnez les marchés. Les marchés sont passés désormais au niveau de la présidence. Vous avez les chefs d'État qui prennent donc des séjours et ils vont faire ce qu'ils veulent. Et vous demandez au peuple de venir donc contribuer. Ce n'est pas possible. Et la loi des finances, les budgets de nos États seront objet à polémique. Regardez le Niger, ils ont l'uranium. C'est le Niger qui alimente en énergie la France. Mais vous avez problème de budget. Pourquoi ne pas taxer votre uranium? Pourquoi ne pas monter le prix? Vous savez pourquoi en 2015, on a eu la crise du pétrole? C'est parce que les États-Unis sont allés en Syrie. C'est tout. C'est tout. Donc, moi, je crois que lorsque vous avez un problème, regardez juste en face de vous et vous devez trouver la solution. Aujourd'hui, le Niger ne peut pas donc pressurer les PME et les PMI pour véritablement entrer en possession de son budget, mais plutôt il y a la richesse du sous-sol, l'uranium qui est là. Vous avez des pays comme le Mali, avec l'or, le coton. Le peuple travaille, mais c'est d'autres dirigeants qui se gavent donc de ces ressources. Et au même moment, on vient demander donc la pression, on monte la pression fiscale chaque fois. Les gens ne sont pas d'accord avec vous. Donc véritablement, il faut que les dirigeants comprennent que leur politique a véritablement échoué et qu'il faut qu'ils aillent écouter le peuple pour véritablement comprendre le langage de l'économie au niveau local pour que véritablement l'Afrique puisse commencer par faire parler de lui, pour qu'on sorte de notre laboratoire, qu'on n'ait pas copié des trucs français pour venir donc copier-coller qui n'est pas adapté à nous. Je crois que quand on aurait fait ça, on aura sorti véritablement de cette crise. La dernière fois, on avait la crise, le Nigeria est resté là tout le temps pleurniché, au lieu d'aller chercher des usines de raffinerie pour vendre désormais le brut. Au lieu de vendre donc le brut, d'aller commercialiser l'hydrocarbure issu donc de ce brut, on est resté tout le temps à croiser les bras, à dire non, nous sommes en situation. Non, c'est pas ça. Il faut réfléchir pour trouver les stratégies adaptées aux crises pendant qu'on y est. Je crois que quand on aurait fait ça, on pourra décoller nos pays de la misère. Patrick Amopoyon, les mesures d'austérité ne sont donc définitivement pas la solution. Quelle est donc la solution? La solution, c'est libéraliser l'économie, laisser les potentiels se développer. Le président Joy Weah a commencé par le faire en demandant aux gens de venir investir dans le pays. Il faut libéraliser. Dans certains pays, pour ne pas se focaliser sur le Bénin, on est en train de fermer des entreprises en pagaille. Et on veut augmenter les taxes. Moi, je ne comprends pas quelle est la politique. On est en train de fermer les grosses entreprises et au même moment, on est en train d'augmenter les taxes. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y aura moins d'entreprises pour payer plus d'impôts. Il y a un problème qui se pose. Je crois qu'il faut libéraliser l'économie. Ceux qui ont l'habitude de payer beaucoup d'impôts, il faut les sécuriser. Je crois que tant qu'on ne va pas libéraliser l'économie, tant qu'on ne va pas faire en sorte que le potentiel, même quand on pourrait, quelque part, on dit on a mis 200 milliards dans le social, on a mis 200 milliards pour aller construire des centres de santé, alors que nous travaillons pour que les gens ne tombent pas malades, eux ils sont en train de construire des centres de santé. Ça veut dire qu'on investit pour que les gens soient malades. Ensuite, on est en train de créer des écoles. Au même moment, il n'y a pas des enseignants pour former les gens. Non, le social, c'est l'être humain, c'est l'individu. Finançons l'homme au lieu de financer des infrastructures à gauche, à droite, tout ça là. Oui. Donc, bref, il faut le développement. Vous prenez le Bénin, on a la route Savalu-Djougou, qui est la route principale pour permettre aux gens de rallier le nord. On n'est pas en train de faire cette route correctement. Maintenant, au même moment, on veut que le port de Cotonou se développe. Non, je crois qu'il faut des tables rondes économiques où les idées pêle-mêle, le brainstorming pour prendre des idées. Les Béninois ont des idées. Le gouvernement n'a qu'à... Bon, je prends l'exemple du Bénin. Au Togo, c'est pareil. Au Burkina, c'est pareil. Au Mali, c'est pareil. Il faut qu'on écoute les autochtones,
même dans les émissions télé, que les gens produisent des idées, comprennent ces idées-là. Et il y a des débat était fort parce que c'est dans les universités qu'on faisait travailler les élèves dans les compositions et on prend ça pour lui sortir les idées, pour lui amener. Il savait que dans les sommets, c'est lui qui apportait toujours les bonnes idées. Il faut que nous ne commençons pas à sortir des solutions africaines, des solutions autochtones et non cette théorie de Fonds monétaire international, cette théorie des facultés d'économie et tout ça. Le développement, c'est du concret. Le développement, c'est pratique. George Weah n'a qu'à continuer, éviter les mesures populistes et prendre des décisions. Vous savez, quand un joueur reste longtemps à la touche, il a une lecture de jeu plus affinée. Et c'est ce qu'il a fait. En 12 ans, il est resté à la touche. Il a eu une lecture plus affinée des choses. Et cette décision montre qu'il a observé la vie politique de son pays. Voilà. Patrick Armand-Pouillon, merci. Coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Casimir Prédion, journaliste, spécialiste des questions en économie. Messieurs, merci d'avoir été sur ce plateau. Afrique, gouvernance, la réduction des salaires comme une panacée. Nous espérons que les avis de nos invités en plateau vous auront quelque peu satisfait. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis.